Honorable assistance, je sais que vous êtes fatigués. On va essayer d'aborder, rapidement donc l'infection urinaire de l'enfant. On peut dire que les 20 dernières années, des progrès considérables ont été réalisés concernant la prise en charge de l'infection urinaire chez l'enfant. Des nouvelles recommandations ainsi que les données actuelles de la revue de la littérature ont permis de simplifier la prise en charge de l'infection urinaire. Les changements consistent essentiellement à la stratégie diagnostique, elles consistent à la thérapeutique et surtout à les investigations radiologiques qu'il faudra éviter et diminuer selon les facteurs de risque. L'infection urinaire reste un problème de santé publique. Il faut faire un dépistage précoce afin de réduire les séquelles qu'on connaît, les cicatrices rénales qui surviennent essentiellement en cas d'infection urinaire haute, qui est la pyélonéphrite. Et les recommandations actuelles ont permis de simplifier la thérapeutique. Cette simplification a entraîné donc une désescalade thérapeutique et surtout la prise en charge, donc la voie d'administration du traitement qui a été bien démontrée, la voie orale et la voie IV de durée courte. En cas de fièvre, on retrouve l'infection urinaire chez 7,5% des filles inférieures à 3 mois et 20% chez des garçons non circoncis. Au-delà de 1 an, l'infection urinaire atteint la fillette de 2 à 3 ans. La prise en charge de l'infection urinaire est différente d'un médecin à un autre. C'est ce qu'on a constaté dans notre pratique quotidienne. Pourquoi cela? Probablement cela est dû à la méconnaissance de la problématique, mais surtout à l'absence des recommandations nationales, ce qui a amené la Société algérienne de pédiatrie, donc le groupe de néphrologie pédiatrie, à établir des recommandations pratiques. Et ces recommandations ont été établies, bien sûr, après revue de la littérature et qui sont adaptées en fonction de notre contexte pratique. Pour définition, vous savez ce que c'est la définition d'infection urinaire? C'est une définition qui est d'abord bactériologique. C'est une bactériurie qui est supérieure à 10 puissance 5 germes par millilitre, associée à une leucocyturie qui est supérieure à 10 000 leucocytes par millilitre. La pyélonéphrite, c'est une infection urinaire haute. La cystite, c'est une infection urinaire basse. Et la bactériurie asymptomatique, elle se définit par une bactériurie qui est significative. Elle est supérieure à 10 puissance 5 par millilitre, avec ou sans leucocyturie chez un enfant qui est asymptomatique. Il est important de faire un dépistage précoce. Pourquoi il faut dépister précocement? C'est pour pouvoir faire un diagnostic précoce, pour pouvoir instaurer un traitement efficace afin d'éviter les lésions rénales. Ce sont les lésions cicatricielles qui sont définitives et qui peuvent entraîner ultérieurement une hypertension artérielle, qui peuvent engendrer une insuffisance rénale chronique et aussi qui peuvent engendrer une éclampsie chez une femme enceinte. Le dépistage, il s'adresse à qui? Il s'adresse essentiellement à la population à risque. Quelle est cette population? Cette population, elle est représentée par un garçon fébrile qui est âgé de moins de 6 mois et qui n'a pas de foyer infectieux évident. Donc, il faudra faire le diagnostic d'une infection urinaire. Il y a la fille qui est âgée de moins de 1 an, qui présente une fièvre de plus de 39, sans foyer évident, donc la fille qui dépasse 48 heures. Il faut savoir que l'infection chez un nourrisson fébrile, l'infection est retrouvée chez 5 à 8% des cas. Les symptômes cliniques, quand vous les connaissez, en cas de cystite, le diagnostic est évocateur devant des signes vésicaux, devant la dysurie, la pollacurie, la nurésie, les brûlures mictionnelles. Donc c'est plus ou moins facile. La pyélonéphrite, qui est une infection urinaire haute ou bien une infection urinaire fébrile, les 2 signes majeurs de la pyélonéphrite, c'est essentiellement la fièvre avec des douleurs lombaires ou des douleurs abdominales. Et comment faire le dépistage de cette infection urinaire? Il faut savoir, c'est la bandelette urinaire qui est l'examen, le premier examen à pratiquer, essentiellement à la recherche des tests au nitrite et des tests aux leucocytes. La bandelette urinaire qui reste un examen qui est fiable, qui est rapide, en 2 minutes on peut avoir les résultats et qui ne coûte pas cher. Donc la pratique de cette bandelette urinaire permet de sélectionner les patients à qui on doit effectuer un ECB des urines, et d'autres à qui on ne doit pas le faire. C'est qui ces patients? Donc vous avez la bandelette urinaire en cas de leucocyturie
importante. Donc la leucocyturie isolée, elle n'est pas spécifique. Elle a une sensibilité de 83%, une spécificité de 78%. Les nitrites, ils sont pas très sensibles. La sensibilité de 53%. Pourquoi? Parce qu'on peut ne pas avoir des nitrites chez un nourrisson moins de 3 mois et chez le nouveau-né. La leucocyturie et la présence de nitrite, c'est des arguments forts pour dire qu'il y ait probablement une infection urinaire. Et leur absence élimine, il a une valeur prédictive négative de 97%. Cela veut dire que l'absence de nitrite, l'absence de leucocytes dans la bandelette urinaire, ça ne sert absolument à rien de compléter par le CB des urines. Donc, après la bandelette urinaire, il y a l'examen d'orientation, c'est l'examen à la microscopie, c'est l'examen direct. L'examen direct, en 1 heure, on peut avoir les résultats. Il permet de rechercher la leucocyturie. La leucocyturie est significative si elle est supérieure à 10 globules blancs par millimètre cube, ou 10 puissance 4 par millilitre, avec ou sans bactériurie. Si l'examen direct est positif, on pratiquera la culture. Sinon, ça ne sert absolument à rien de compléter par la culture. Donc, en 1 heure, on peut avoir les résultats. Donc, l'absence de bactériurie, la leucocyturie, rend l'infection urinaire peu probable. Le gold standard, ça reste là la culture qui est l'examen clé. La culture, donc, elle permet d'isoler le germe et d'apprécier le profil de la résistance aux antibiotiques. Mais la difficulté, c'est de pouvoir recueillir un échantillon qui est conforme, surtout chez un nourrisson, donc automatiquement, il n'a pas acquis la propreté. Par quelle méthode on doit prélever? Il existe plusieurs méthodes. Vous avez la méthode suspubienne et le cathétérisme urétral. C'est toujours les gold standards, c'est les méthodes de référence. C'est la majorité des recommandations internationales recommandent ces prélèvements, mais sont traumatisants, difficiles à réaliser en pratique. On a le prélèvement en milieu du jet. Il faut s'armer de patience et de temps aussi. Donc, il est réalisé à chaque fois que cela est possible. Donc, les premiers jets permettent d'éliminer, donc de stériliser, de nettoyer l'urètre. Donc, il est fiable, ça reste une méthode fiable. Et vous avez le prélèvement par sachet collecteur qui devra être réalisé par un personnel qualifié. Bien sûr, après une toilette rigoureuse que vous le savez, donc avec de l'eau et du savon, nettoyer avec du sérum salé, essuyer avec une compresse stérile, changer le collecteur d'urine, sachet collecteur toutes les 20 à 30 minutes et refaire la toilette à chaque fois qu'on a retiré le sachet collecteur. Mais cette analyse, elle n'est pas pour le sachet collecteur. On a des faux positifs qui peuvent atteindre jusqu'à 85%. Donc, ce n'est pas une méthode très, très fiable, mais toujours conforter les diagnostics, les résultats d'un ECBU avec la clinique. Il ne faut jamais interpréter un ECB, je dirais un papier, isolément et traiter le malade selon un ECB qu'on vous ramène sans voir le malade. Pour les méthodes de prélèvement, donc toujours pour la méthode suspubienne, le résultat est positif si on a une colonie ABGN ou 1000 colonies s'il s'agit d'un coccigramme positif. Le cathétérisme urétéral qui est traumatisant, mais le résultat, donc on parle de résultats positifs si on a 10 000 colonies formant l'unité par millilitre. En milieu du jet, qui reste une méthode fiable, ainsi que le sac collecteur. Donc, la positivité de l'examen, si on a une bactériurie qui est supérieure à 100 000 germes par millilitre. Comment on fait le diagnostic d'une infection urinaire? Il faudra d'abord identifier les populations à risque. Les populations à risque, on les a vues, c'est les nourrissons essentiellement, moins de 6 mois pour le garçon et moins d'1 année chez la fille qui présente une fièvre. La pratique, une fois qu'on a identifié cette population à risque, on doit pratiquer une bandelette urinaire, donc le test au nitrite et les tests aux leucocytes, pour lesquels on doit déterminer, faut-il ou pas, compléter par la culture. Donc la stratégie diagnostique, si les signes sont évocateurs, comme les signes de pyélonéphrite et les signes de cystite, bien sûr, il faudra compléter d'emblée par un ECB des urines. Si on a la fièvre qui est inexpliquée avec des signes peu évocateurs, on complète par la bandelette urinaire. Si la bandelette est négative, on arrête les explorations. Ça ne sert à rien d'aller faire l'ECB des urines. Et si la bandelette est positive, on complétera par l'examen direct et la culture. Quelle est la stratégie d'exploration? L'exploration, elle est double. Elle permet de rechercher une neuropathie malformative et d'apprécier le retentissement sur le parenchyme rénal. Donc, en cas de pyélonéphrite, c'est surtout les cicatrices rénales qui sont définitives. Il y a plusieurs examens. Vous savez, il y a l'échographie rénale et des voies urinaires. Je peux vous dire qu'il faut surtout lire le compte rendu au détail.
Il faut s'assurer de la présence de la topographie des reins, apprécier la taille des reins, apprécier l'écostructure et la contour des reins. Est-ce qu'il y a un amincissement de l'index cortico-médulaire? Calculer la taille de l'urètre qui doit être inférieure à 5 mm, analyser la voie vésicale si elle est épaisse ou s'il y a des signes de lutte, et rechercher le résidu post-mictionnel. En ce qui concerne, et ça permet aussi d'éliminer un bon nombre d'uropathies malformatives. Pour la cystographie mictionnelle, donc, elle permet donc de vérifier la filière urétro-cervicale, d'apprécier le contour de la vessie, de rechercher un reflux vésico-urétéral. Vous savez qu'il y a 5 stades dans le reflux vésico-urétéral. On a quelques images. Vous avez la première image, vous avez le reflux vésico-urétéral grade 2. Donc, c'est un reflux produit de contraste qui va donc qui atteint tout l'urtère et en préservant donc la structure et l'architecture du rein. Vous avez la deuxième image, c'est un reflux grade 3 à droite et le reflux grade 4 à gauche. Pour le grade 3, il y a une dilatation, donc le produit de contraste qui va dans tout l'urtère et dans le rein, avec dilatation modérée de l'urtère, et l'architecture rénale pour le grade 3 est préservée. Par contre, le grade 4, vous voyez, il y a une dilatation importante avec modification de l'architecture rénale. Toujours pour la cystographie, on fait aussi le diagnostic des valves de l'urètre postérieur chez le garçon, avec obstruction des valvules et dilatation de l'urètre postérieur. D'autres examens peuvent être indiqués où on a la radiographie, donc la radiographie, la scintigraphie à la DMS, à la scintigraphie au MAC3. La scintigraphie à la DMS, c'est surtout pour rechercher la fonction excrétrice des deux reins. On va voir quand est-ce qu'on va l'indiquer. Quant à la scintigraphie au MAC3, elle permet d'apprécier quand on a une uropathie obstructive, on utilise le test Olasilix qui sera indiqué dans la scintigraphie au MAC3. Pour l'UUV Uroscan, donc l'UUV, elle est abandonnée, donc on ne la fait plus, et elle ne fait plus partie des protocoles d'exploration. Par contre, l'Uroscan, il a peu d'indications dans l'infection urinaire. Qui explorer? On explore toute infection urinaire. Un enfant qui présente une infection urinaire documentée. Donc, en premier lieu, on fait une échographie rénale, quel que soit l'âge de l'enfant et quel que soit son sexe. Quand est-ce qu'il faut explorer? L'échographie rénale, on l'a fait à distance de l'infection. Il ne doit en aucun cas retarder le diagnostic ou retarder la mise en route du traitement. Quant à la CUM, elle est indiquée 4 à 6 semaines après l'épisode infectieux sur, bien sûr, des urines stériles. Comment on doit explorer? En cas de première infection urinaire basse, en cas de cystite, ce qu'il faut faire en premier, on complétera par une échographie rénale. S'il n'y a aucune anomalie à l'échographie rénale, on arrête les explorations. On ne complétera pas par une cystographie. En cas de premier épisode de pyélonéphrite, toujours complété en premier lieu par une échographie rénale. Si l'échographie, elle est normale, donc aucun autre examen n'est justifié, donc la cystographie n'est pas indiquée. Si il y a présence, il y a une dilatation urétéro-pilocalicielle ou une hydronéphrose, à ce moment-là, il faudra compléter par une cystographie, par une CUM. La scintigraphie rénale ne sera demandée qu'en cas de reflux avec dilatation, donc en reflux avec ce qu'on appelle les RVU au grade, c'est grade 4 ou grade 5, et en cas d'uropathie mal obstructive. Comment explorer? Donc, en cas d'infection, toujours parmi les explorations, en cas d'infection urinaire répétée, on fait une échographie couplée à une cystographie, à une CUM, urétéromictionnelle. Et en cas de bactériure asymptomatique chez la petite fille, donc on fait aucun examen ne sera pratiqué. Le traitement de l'infection urinaire. Le traitement de l'infection urinaire a été simplifié par les différentes recommandations internationales. Donc ceci par raccourcissement de la durée du traitement intraveineux qui est de 2 à 4 jours. L'efficacité d'emblée de la voie orale est... Rapidement. Oui, bien sûr. Oui. Le raccourcissement de la durée, l'efficacité prouvée de la voie orale et la réduction du séjour hospitalier, la diminution du coût de la prise en charge. Pour les antibiotiques, la conduite à tenir. Donc en cas de cystite, il ne faut jamais se presser pour traiter. En l'absence d'un antibiogramme, utilisez les antibiotiques péros, soit le cotrimoxazole ou l'acide clavulanique. La durée du traitement est de 5 jours et le CB de contrôle est inutile. En cas de pyélonéphrite, recherchez les signes de gravité, à savoir l'altération de l'état général, les vomissements, diarrhée, déshydratation, sepsis, donc une évaluation clinique, et on tient compte aussi de l'âge de l'enfant, moins de 3 mois. Si un enfant qui est âgé de plus de 3 mois avec signes de gravité, on donne une
monothérapie pendant 2 à 4 jours. Et puis, on prend le relais oral dès la pyrexie. On maintient un traitement de 10 jours. Si on a l'antibiogramme, on donne l'antibiotique sur l'antibiogramme. Sinon, on met le cefixime. Et si un enfant qui est moins de 3 mois, d'emblée, on met une bithérapie à base de céphalosporine 3e génération et aminoside. Et dès apyrexie, on passe à la voie orale pendant 10 jours. En l'absence de signe de gravité, on a le choix. On a 2 possibilités. Soit on traite par voie orale d'emblée ou un traitement parentéral court et puis le relais par voie orale dès apyrexie. Là, juste pour vous montrer sur la résistance, selon le réseau algérien des résistances aux antibiotiques. Donc, vous voyez les résistances aux antibiotiques. Donc, c'est une enquête qui a été faite de 2005 à 2014. On voit une augmentation importante des antibiotiques, de la résistance aux antibiotiques pour l'Escherichia coli, pour l'aminopénicilline qui est passée de 64-74%. Pour l'acide clavulanique, l'amoxicilline clavulanique de 29 à 42%, le cotrimoxazole de 35 à 45%, la céphalosporine de 11% pour les résistances et les aminosides de 14%, probablement par rapport à donc les antibiotiques donnés de façon empirique et intempestive. La prévention, pourquoi prévenir une infection urinaire? On prévient, c'est pour éviter les cicatrices rénales et pour éviter le risque de récidive. Quelle est la population à risque de récidive? Essentiellement les enfants qui ont une uropathie malformative et des enfants qui présentent un reflux vésico-urétéral au grade. On met une antibioprophylaxie. L'antibioprophylaxie, elle consiste à donner donc, un antibiotique à la dose de 20% par rapport à la dose curative. Donc, elle est indiquée, quel que soit donc, dans les reflux au grade, quel que soit le grade du reflux, mais en cas de récidive d'infection urinaire, en cas d'infection urinaire répétée en présence de troubles mictionnels et en cas d'uropathie obstructive diagnostiquée en anténatal, mais la durée de cette antibioprophylaxie n'est pas clairement établie par les différents consensus. Elle n'est pas indiquée dans le reflux grade 1 à 3, elle n'est pas indiquée après une première cystite, après une première pyélonéphrite, et on ne la fait pas en attendant les examens complémentaires. Les mesures, d'autres mesures préventives, vous les connaissez, c'est boissons abondantes, miction régulière, nettoyage d'avant en arrière après chaque miction, séchage par du papier hygiénique et traiter les facteurs favorisants. En conclusion, on peut dire que la bandelette urinaire occupe une place importante dans la stratégie de dépistage d'infections urinaires, que l'exploration est devenue sélective et s'adresse de plus en plus à un groupe à risque, et l'efficacité du traitement parentéral court est d'emblée démontrée par rapport à la voie IV, et l'émergence des souches bêta-lactamase résistantes due en partie à l'utilisation empirique et intempestive des antibiotiques. Ce fait bactériologique en nette progression complique les protocoles thérapeutiques qui sont en perpétuelle réévaluation, et tous ces progrès vont dans le sens d'une réduction des coûts économiques engendrés par les dépenses onéreuses des explorations, des traitements lents et des hospitalisations prolongées. Moi, je voudrais insister pour vous dire il faut éviter de traiter un ECB des urines sans voir le malade. Il faut éviter de traiter un papier, parce que là, vous avez un papier avec plusieurs antibiotiques et parfois le malade, on ne voit pas, le malade n'a rien, il est complètement asymptomatique et il est mis sous céphalosporine 3e génération pendant une durée de 10 jours. Donc, surtout pour mettre le point par rapport à ça, je vous remercie. Merci.